Ma mère m'a dit de ne pas venir à Noël. Elle a dit que je leur ferais honte. Ma sœur Adélaïde a ricané, ils détestent les ratés. J'y suis allée quand même. Ils ne s'attendaient pas à ce que leur invité d'honneur, le fiancé de ma sœur, se fige en me voyant et murmure « Patronne ? Qu'est-ce que vous faites là ?» C'est ici que la véritable histoire commence. Vous ne voudrez pas manquer la suite, car les détails de cette journée vont vous glacer le sang. Assurez-vous d'être abonné pour suivre cette histoire et d'autres récits de famille et de justice jusqu'au bout. Et avant de plonger dans le cœur de cette trahison, nous sommes toujours curieux, depuis quel coin du monde nous regardez-vous aujourd'hui ? Êtes-vous à Besançon, comme ma famille ? À Lille, comme moi ? Ou peut-être au Québec, en Belgique, en Suisse ? Dites-le nous dans les commentaires. Quelle heure est-il chez vous pendant que vous écoutez le début de ma descente aux enfers ? L'appel est arrivé un mardi soir. En soi, c'était déjà une insulte. Les mardis étaient mes jours de bilan stratégique, des journées de 12 heures qui se terminaient invariablement par un épuisement total. C'était une soirée froide et misérable à Lille. Le genre de soirée où la pluie ne peut pas décider si elle veut être du verglas, et où le vent s'attaque à vos fenêtres avec une rancune personnelle. Je commençais à peine, à me sentir humaine. J'avais été clouée au lit par la pire grippe de ma vie d'adulte. Pas un simple rhume, non. Une épreuve vicieuse, baignée de fièvre, qui avait duré 2 semaines complètes. 2 semaines où mon empire, Loginor, avait dû tourner sans moi. Mes muscles étaient encore lourds, une douleur sourde dans chaque fibre. Ma tête me semblait pleine de coton, un brouillard cognitif qui refusait de se dissiper. Mon appartement, un penthouse minimaliste surplombant la Grand Place, témoignait de ma survie, des tasses de thé froid oubliées, des boîtes de mouchoirs vides formant de petites montagnes, et une couverture lestée dont j'émergeais à peine. Je regardais mon calendrier, planifiant mon retour à la maison pour Noël. Besançon. C'était dans seulement 10 jours. Malgré tout, j'avais hâte. J'avais enchaîné les semaines de 80 heures depuis septembre, finalisant le lancement de notre nouveau système d'automatisation d'entrepôt, un contrat qui allait changer la face de la logistique en Europe. L'idée de 2 semaines dans la maison de mon enfance, même avec les particularités de ma famille, me semblait être un havre de paix. J'avais envie des gratins trop cuits de ma mère, Brigitte, et des histoires prévisibles de mon père, Hervé. J'avais envie de la normalité, même de leur version dysfonctionnelle de la normalité. Mon téléphone s'est allumé sur la table basse, sonnant comme une alarme stridente dans le silence. Ce n'était pas un seul nom. C'était un appel vidéo de groupe. Maman, papa, Adélaïde. Mon estomac s'est noué. Une piqûre d'anxiété, aiguë et familière, a transpercé le brouillard de ma grippe. Un appel de groupe n'était jamais bon. C'était pour les interventions. Les annonces sérieuses. Les embuscades. C'était le format qu'ils utilisaient quand ils avaient besoin de faire front commun contre moi. J'ai glissé pour répondre, affichant un sourire que je savais être une grimace fatiguée. Salut tout le monde. J'étais juste en train de... Léontine. La voix de ma mère, Brigitte, était mince. Tendue. Elle ne souriait pas. Elle était assise sur le canapé du salon formel, celui en brocart sur lequel personne n'avait jamais le droit de s'asseoir, réservé aux invités importants. Mon père, Hervé, était à côté d'elle, l'air rigide, regardant fixement un point juste à côté de la caméra. Il avait l'air d'un homme qui subissait une procédure désagréable. Et puis il y avait ma sœur cadette, Adélaïde. Elle était affalée dans le fauteuil Louis XV, son téléphone à la main, l'air de s'ennuyer royalement, comme si on la dérangeait. Maman ? Tout va bien ? Ma voix était rauque, un vestige de la fièvre. Léontine, ma chérie, commença maman, utilisant ce ton mielleux qui précédait toujours une catastrophe. Nous devons parler de Noël. J'ai resserré la couverture autour de moi. Le froid n'était plus seulement à l'extérieur. D'accord. Qu'est-ce qui ne va pas ? La dinde ? Vous avez besoin que je commande quelque chose ? Mon père s'est éclairci la gorge, sans jamais croiser mon regard. Ta mère et moi, nous avons discuté. Et avec la situation d'Adélaïde, nous avons décidé que ce n'est tout simplement pas une bonne année pour que tu viennes à la maison. Le silence.
Le vent hurlait contre ma baie vitrée. Les mots étaient si froids, si stériles, que mon cerveau grippé a refusé de les comprendre. Pas venir à la maison? Qu'est-ce que vous voulez dire? J'ai déjà mon billet de TGV. J'ai déjà emballé tous les cadeaux. Je pouvais les voir, empilés près de la porte. Des paquets parfaits, choisis avec soin. Adélaïde a laissé échapper un soupir exaspéré, un son théâtral assez fort pour faire saturer le micro. Oh, maman, arrête d'y mettre les formes. Dis-lui, c'est tout. Adélaïde s'est redressée, son visage parfaitement maquillé remplissant soudain sa petite fenêtre vidéo. Elle avait 28 ans mais se comportait comme une adolescente de 16 ans. Écoute, Léontine. Je ramène mon nouveau petit ami, Victor, à la maison. Et il est important. J'ai cligné des yeux, le coton dans ma tête devenant plus dense. Important. D'accord. C'est génial, a dit. Vraiment. J'ai hâte de le rencontrer. Non, tu ne comprends pas, a-t-elle claqué. Sa voix dégoulinait de cette condescendance qu'elle avait perfectionnée au lycée, celle-là même qui m'avait fait sentir si petite pendant des années. Il est vraiment important. Il n'est pas comme, n'importe qui que tu connais. Mon père, Hervé, a finalement pris la parole, sa voix bourrue et mal à l'aise, comme s'il lisait un script. Il vient d'une classe différente, Léontine. Un monde différent. Sa famille est très, en vue. Nous ne voulons pas, Ma mère l'a interrompu. Nous ne voulons pas nous mettre dans l'embarras, Léontine. La pièce a basculé. Le grésil martelait la vitre, mais le seul son que j'entendais était ce mot. Embarras. Vous mettre dans l'embarras? Ma voix n'était qu'un murmure. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Cette fois, ce fut Adélaïde qui porta le coup final. C'était toujours elle. Précise. Chirurgicale. Cruelle. Elle a eu un rictus. Une torsion laide et parfaite de ses lèvres rouges. Victor a l'habitude d'un certain calibre de personne, Léontine. Il évolue dans des cercles que tu ne comprendrais tout simplement pas. Il ne supporte pas d'être entouré de ratés. De ratés. Le mot est resté en suspens dans l'air, résonnant dans le silence stérile de mon Pentouze. Et soyons honnêtes, a continué Adélaïde, s'échauffant, se délectant de son pouvoir. Ton petit boulot de bureau est tout simplement pathétique. On ne peut même pas expliquer ce que tu fais. Oh, elle travaille dans la logistique. C'est tellement gris. Tellement terne. Nous ne voulons pas qu'il demande ce que tu fais et qu'on doive inventer quelque chose. C'est juste plus facile si tu n'es pas là. J'ai cherché le regard de ma mère. Je l'ai supplié du regard. Fais quelque chose. Arrête-la. Son visage était un masque de politesse forcée. C'est juste pour cette année, ma chérie, dit-elle, sa voix brillante et cassante. C'est très important pour Adélaïde. Victor pourrait être le bon. Tu sais à quel point elle a eu du mal. Nous l'avons pour toute la semaine de Noël et nous voulons juste que tout soit parfait. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu as toujours été la plus pragmatique. J'ai regardé mon père. Il inspectait ses ongles comme si sa vie en dépendait. Je ne pouvais plus respirer. Moi, Léontine Nord, 36 ans, fondatrice et PDG de Loginor, une entreprise de logistique automatisée valant 9 chiffres, qui consultait pour la moitié du CAC 40. J'étais une ratée. J'étais pathétique. J'étais un embarras. Moi, qui avais discrètement remboursé l'hypothèque de 700 000 € sur la maison même dans laquelle ils étaient assis, il y a 3 ans. Moi, qui avait financé la carrière de coach de vie d'Adélaïde sur Instagram pendant 3 ans, y compris le leasing de sa Peugeot 3008, son appartement de standing dans le centre de Besançon, et un virement mensuel de 3 000 € pour ses frais de représentation. Moi, qui avait subventionné la retraite anticipée et confortable de mes parents, un fonds que j'alimentais et qu'ils attribuaient fièrement aux investissements judicieux de mon père. Mon petit boulot de bureau. Pourquoi n'ai-je jamais rien dit? Pourquoi cette mascarade? La réponse me brûlait la gorge. La honte. Ce n'était pas de l'humilité. C'était de la peur.
J'avais peur que s'ils connaissaient la vérité, ils me détesteraient de leur avoir menti. Ou pire, qu'ils ne verraient plus que l'argent. J'avais peur de perdre la maigre, pathétique illusion de famille qu'il me restait. J'avais construit mon empire en secret, dans l'ombre, laissant mon COO être le visage public de l'entreprise. Je voulais qu'ils aiment Léo, la fille ennuyeuse. Pas Madame Nord, la PDG. Il s'est avéré que je m'étais trompée. Ils n'aimaient pas Léo. Ils en avaient honte. Je vois, ai-je réussi à articuler. Le frisson glacial qui se propageait dans ma poitrine n'avait rien à voir avec la grippe. Bien, dit Brigitte, le soulagement inondant son visage. Elle était si heureuse que j'accepte ma propre exécution. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été si raisonnable. On se rattrapera. Peut-être qu'on pourra dîner en février. Peut-être. Super. Eh bien, nous devons y aller. Nous choisissons un nouveau centre de table pour le dîner de Noël. Victor est habitué à un très haut standing. L'appel s'est terminé. L'écran est devenu noir. Je suis restée assise dans le silence, écoutant le vent et le bourdonnement creux de mon téléphone. Raté. La trahison était un poison bien plus violent que n'importe quel virus. Pendant les premières heures, j'étais juste engourdie. Enroulée sous ma couverture lestée, je fixais les lumières sombres de l'île. La douleur de la grippe était physique, compréhensible. Mais ça, c'était une maladie plus profonde. Un creusement. Une annulation. Une classe différente. Pas nous mettre dans l'embarras. Les ratés. Les phrases tournaient en boucle, chacune étant une nouvelle piqûre. Cette douleur n'était pas nouvelle. Elle avait juste trouvé sa forme la plus pure, sa distillation la plus toxique. Je me suis souvenue de mon 30e anniversaire. Il y a 6 ans. Ce matin-là, j'étais à Hambourg. Je venais de décrocher notre premier contrat majeur avec un géant de l'industrie allemande. Loginor n'était alors qu'une start-up fragile, fonctionnant à la sueur et au crédit. Ce contrat ne représentait pas seulement des millions d'euros, il représentait la survie. C'était le moment où j'ai su, après des années de doutes et de nuits blanches, que mon entreprise allait survivre. J'étais extatique. Je vibrais d'adrénaline et de joie pure, non diluée. J'étais dans un taxi pour l'aéroport, les larmes aux yeux. Ma première pensée, appeler la maison. Mes mains tremblaient en composant le numéro, désespérée de partager la nouvelle. Ma mère, Brigitte, a décroché. Oh, salut Léontine. Tout va bien? Tu appelles d'Allemagne? Maman, tout est incroyable. Tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. J'ai réussi. Léontine, je ne peux pas parler, m'a-t-elle coupé, sa voix un murmure tendu, chargé de drame. C'est ta sœur. C'est la crise. Mon cœur s'est glacé. Ma joie s'est évaporée. Adélaïde? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle est blessée? Il y a eu un accident? Elle vient de se faire larguer. Par ce charmant garçon, Alex. Elle a le cœur brisé. Absolument dévastée. Elle ne veut pas sortir de sa chambre. Elle ne mange rien. Mon père, Hervé, a dû saisir le téléphone. Ta sœur a besoin de nous, Léontine. C'est un vrai problème de la vie, ça. Tes trucs de bureau peuvent attendre. Nous devons nous concentrer sur ce qui est important. Un vrai problème de la vie. Le type qu'elle fréquentait depuis 3 semaines. Je me souviens m'être tenue là, dans le hall bruyant de l'aéroport d'Hambourg, le contrat signé dans ma mallette, et m'être sentie haute comme 2 pommes. Mais, truc de bureau. Le travail de ma vie. J'ai annulé la petite bouteille de champagne que j'avais prévu d'acheter pour mon équipe. J'ai changé mon vol. Je n'ai pas pris celui pour Lille, j'en ai pris un pour Besançon. J'ai passé mon 30e anniversaire sur le canapé de mes parents, à écouter Adélaïde sangloter hystériquement. J'ai fini par emmener Adélaïde et ma mère à un week-end de guérison, dans un spa de luxe à Divonne-les-Bains. J'ai payé la facture, bien sûr. Ils n'ont jamais demandé, pas une seule fois, quelle était ma nouvelle incroyable. C'était la dynamique. Ça avait toujours été la dynamique. Adélaïde était là, pétillante,
la sensible, celle qui avait des crises. J'étais la pragmatique, la fiable, le rocher. Ma fiabilité était devenue ma malédiction. Je n'étais pas une personne pour eux. J'étais une fonction. Un filet de sécurité. Un distributeur automatique de billets qui ne posait jamais de questions. Que auriez-vous fait à ma place? Pendant combien de temps peut-on supporter une telle injustice financière et émotionnelle, où vos plus grandes victoires sont considérées comme des « trucs de bureau » ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vécu une situation où votre succès était minimisé ou ignoré par votre propre famille. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. Ce n'était pas seulement une minimisation. C'était une exclusion. Le lendemain de l'appel, l'engourdissement a cédé la place à une colère froide, pure. Je me sentais plus forte. La grippe reculait enfin, et cette nouvelle résolution aiguë prenait sa place. Je devais être sûre. J'ai envoyé un simple texto à ma mère. Maman, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à croire que vous fassiez ça. S'il te plaît, dis-moi ce qui se passe vraiment. J'ai regardé le téléphone. Les 3 petits points sont apparus, puis ont disparu. Apparu, disparu. Elle tapait, effaçait, retapait. Elle était en train de consulter les autres. Finalement, un message est arrivé. Le message qui allait tout changer. Le message de ma mère, Brigitte, était glacial. Chaque mot était une petite pierre aiguisée. Léontine, tu rends les choses très difficiles. Je suis déçue. Tu es égoïste. Adélaïde mérite cela. Victor est un homme merveilleux d'une excellente famille, et c'est sa seule chance d'être enfin heureuse et de s'établir. Ton père et moi la soutenons. S'il te plaît, ne gâche pas ça pour elle. Ne sois pas cette personne. Égoïste. L'accusation était si profondément, si spectaculairement injuste que j'ai failli rire. Le son qui est sorti était plus proche d'un sanglot sec. Moi, j'étais égoïste. Moi, qui venais juste de virer 5 000 € à Adélaïde le mois dernier pour un voyage d'inspiration à Bali qu'elle n'avait, bien sûr, jamais fait. L'argent avait disparu en sac à main et en soirée. Moi, qui avais payé les 6 000 € du traitement de canal d'urgence de mon père au printemps dernier, en urgence, parce qu'il n'avait pas de mutuelle adéquate. Moi, qui n'avais jamais rien demandé en retour. Jamais. Sauf d'être présente à Noël. La froideur de son texto, son pivot immédiat pour me peindre comme l'agresseur, était la confirmation finale. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas une gaffe. C'était une décision calculée, stratégique. Il m'échangeait. Il m'échangeait contre une mise à niveau social. J'ai fermé les yeux. La douleur était trop forte. J'ai fait ce que je fais toujours quand la douleur devient trop forte, je me suis tournée vers le travail. Le travail ne m'a jamais trahi. Le travail était logique. J'étais assise à mon bureau, l'ordinateur portable de travail ouvert. Ma boîte de réception était inondée. Rapport de fin d'année, contrat pour 2026, projection de marché. J'ai essayé de me concentrer. Et puis je l'ai vu. Un email de mon assistante exécutive, Maria. Un email de routine que j'avais ignoré à cause de la grippe. Objet, intégration terminée, Victor Servet, directeur des opérations. Mon sang s'est glacé. Victor. Ça ne pouvait pas être. Victor était un nom courant. Mais Servet. D'une excellente famille. Important. Mes doigts ont volé sur le clavier. J'ai ouvert notre portail RH sécurisé, celui avec la reconnaissance faciale et l'authentification à 2 facteurs. J'ai tapé le nom. Et il était là. Victor Servet, 37 ans. Une photo professionnelle impeccable. Débauché de notre plus grand concurrent. Mon nouveau directeur des opérations, COO, de haut niveau. Je l'avais engagé moi-même. Enfin, en quelque sorte. La logique de l'entreprise veut que je ne m'occupe pas de chaque embauche. Mais pour un poste de ce niveau, le COO, le bras droit qui allait gérer toute la logistique, oui, j'étais impliqué. Mon équipe RH l'avait poursuivi pendant 6 mois. Il était une star montante. Je me suis souvenu de l'entretien final. C'était il y a 3 semaines.
Par Zoom. J'étais au plus fort de ma grippe. J'avais prévenu que j'étais malade. J'avais coupé ma caméra la plupart du temps, prétextant une mauvaise connexion pour leur épargner ma tête fiévreuse. Les 30 dernières minutes, je l'avais rallumée. J'étais pâle, sans maquillage, dans un pull informe, devant le mur de livres professionnels de mon bureau à domicile. Je me souviens avoir pensé qu'il était brillant. Incisif. Il n'avait pas peur de me contredire. Je l'avais approuvé. J'avais approuvé une rémunération de 350 000 € par an, plus les stock options. Il me connaissait uniquement comme L. Nord, PDG de Loginor. Une figure d'autorité sur un écran pixelisé, une voix rauque par la maladie. Il ne m'avait jamais vu dans la vraie vie. Il n'avait jamais vu de photos de moi. Je veillais à rester hors des communiqués de presse, laissant mon directeur financier prendre la lumière. C'était ma politique. Le travail d'abord, pas l'ego. Il n'avait jamais entendu personne m'appeler Léontine. Ma famille. Mon arrogante, stupide, obsédée par le statut, famille. Ils essayaient d'impressionner mon nouveau COO. Ils me désinvitaient, moi, leur raté, pour impressionner mon propre employé. Un sourire lent et froid s'est étendu sur mon visage. La douleur était toujours là, une pierre lourde et froide dans mon ventre. Mais elle était maintenant rejointe par autre chose. Une concentration aiguë, claire, stratégique. Le genre de concentration que j'utilise quand je suis sur le point de gagner une négociation difficile. Ils étaient si inquiets de mon statut. Si désespérés de présenter le leur. Mais ils avaient oublié une chose cruciale. Ils n'avaient aucune idée de qui j'étais. Le changement en moi fut palpable. La blessure n'a pas disparu, non. Une trahison pareille ne disparaît pas. Elle s'est calcifiée. Elle est devenue une ecchymose profonde et permanente, mais elle n'était plus paralysante. Elle s'était cristallisée en détermination. Pendant des jours, je m'étais sentie comme une victime, une enfant malade rejetée. Maintenant, je me sentais comme une PDG. J'ai cessé de rejouer leurs insultes. J'ai commencé à élaborer une stratégie. Mon ancien plan était de prendre le TGV, de rester dans ma chambre d'enfant et de prétendre être la fille ennuyeuse. Mon nouveau plan était différent. J'allais leur donner exactement ce qu'ils voulaient, une confrontation avec la classe. Mais ce serait la mienne. Je suis allé sur mon ordinateur portable. Je n'étais plus en train d'enquêter sur Victor. J'étais en train de le réévaluer en tant qu'actif. J'avais son dossier RH complet. Je l'avais lu avant, bien sûr, mais maintenant je le lisais avec de nouveaux yeux. Il n'était pas de la vieille bourgeoisie, comme ma famille le croyait désespérément. Il était le contraire. Son dossier racontait une histoire d'ambition féroce, une que je reconnaissais. Il avait grandi dans un quartier ouvrier de Roubaix, près de Lille. Son père était mécanicien, sa mère aide-soignante. Il était arrivé dans une grande école de commerce grâce à une bourse d'études complète. Il avait gravi les échelons chez notre concurrent par pur talent et une éthique de travail implacable. La déclaration personnelle de son dossier de candidature comprenait une ligne que j'avais survolée à l'époque, mais qui me sautait maintenant aux yeux: je n'ai aucune patience pour l'arrogance non méritée ou pour ceux qui confondent privilège et mérite. L'ironie était si délicieuse qu'elle en était presque douloureuse. Ma sœur, Adélaïde, l'aspirante coach de vie, qui n'avait jamais travaillé un seul vrai jour de sa vie, avait attrapé un homme qui s'était fait tout seul et qui, selon toute vraisemblance, méprisait tout ce qu'elle représentait. Tout le plan de ma famille était basé sur un mensonge. Il prétendait être exactement le genre de snob de la classe supérieure que Victor détestait. Ils essayaient de l'impressionner avec leur importance, une importance que je leur avais secrètement achetée. Le piège n'était pas quelque chose que j'avais besoin de construire. Il était déjà là. Il était parfait. La vérité était le piège. J'ai envoyé un texto à Adélaïde. Un simple: tu as raison. C'est un moment trop important pour le manquer. Je serai là pour Noël. J'ai tellement hâte de rencontrer Victor. La réponse fut instantanée. Les 3 petits points dansaient frénétiquement. Puis un appel manqué. Puis un autre. Et puis, l'impensable. Mon téléphone de travail, celui sécurisé par Loginor, a émis un bip.
Une alerte de sécurité. Une tentative de connexion suspecte à votre compte administrateur a été bloquée. J'ai vérifié les détails. L'adresse IP, je l'ai reconnue immédiatement. Je la payais tous les mois. C'était l'adresse IP de la maison de mes parents à Besançon. Adélaïde. Dans sa panique, elle avait essayé d'accéder à mon compte. Elle avait dû essayer de deviner mon mot de passe. Pourquoi faire? Voir si j'étais vraiment PDG? Essayer de me nuire? De trouver des informations pour me discréditer? Peu importe. La colère froide en moi est devenue brûlante. Ce n'était plus un drame familial. Ce n'était plus une simple insulte. C'était une attaque contre mon entreprise. Elle avait franchi une ligne. Toute trace de culpabilité, de doute, s'est évaporée. Ceci n'était plus une visite familiale. C'était une inspection. Hervé et Brigitte avaient toujours été faibles, mais c'était la culture de l'insécurité d'Hervé qui avait créé ce monstre d'entitlement qu'était Adélaïde. Il avait toujours voulu être important, et il avait délégué cette ambition à sa fille la plus superficielle, tout en exploitant sa fille la plus compétente. Eh bien, l'inspection allait avoir lieu. Il voulait jouer? Nous allions jouer. L'acte d'Adélaïde a tout changé. Tenter d'accéder à mes comptes professionnels, c'était une déclaration de guerre. Ma pitié s'est transformée en acier. J'ai passé 2 appels. Le premier, à mon assistante exécutive, Maria. La seule personne au monde qui connaissait l'étendue de ma double vie. Maria. Changement de plan pour Noël. J'ai besoin que vous me réserviez la suite présidentielle au Grand Hôtel du Tonneau d'Or à Besançon pour la nuit du 24. Un silence. Maria était une professionnelle. Elle ne jugeait jamais. La suite présidentielle, Madame Nord? Pas chez vos parents? Non, Maria. Pas chez mes parents. Et j'aurai besoin d'une voiture avec chauffeur. Pas un taxi. Une Mercedes classe S noire, dernier modèle. Elle viendra me chercher à l'hôtel à 11h30 précise le 25 au matin. Pour m'emmener à Besançon, dans le quartier des Tirois. Elle attendra. Compris, madame. Et votre TGV première classe pour le 24 au soir? Je le garde. Je veux arriver discrètement. Le spectacle, c'est pour le 25. Le deuxième appel était pour David, notre directeur juridique chez Loginor. Un homme qui devait sa carrière à la confiance que je lui accordais. David, bonjour. Joyeux Noël en avance. J'ai besoin d'un service personnel et urgent. Pour vous, Madame Nord, tout ce que vous voulez. Un concurrent à racheter avant le 31? J'ai ri, un son sec. Plus personnel. J'ai besoin d'un état financier complet de toutes les dépenses de mon fonds fiduciaire personnel au nom de Hervé, Brigitte et Adélaïde Nord pour les 10 dernières années. Un sifflement impressionné à l'autre bout du fil. C'est spécifique. Je veux une liste détaillée. L'hypothèque de la maison, les 700 000 euros. Les virements en espèces. Les paiements de voiture, y compris la Peugeot 3008 d'Adélaïde. Les factures médicales. Les 3 000 euros mensuels pour frais de représentation. Tout. Je veux que ce soit notarié et relié en cuir. J'en ai besoin à mon hôtel à Besançon demain soir, livré par coursier sécurisé. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'a pas jugé. Il a juste dit, ce sera fait, madame. J'ai regardé la pile de cadeaux que j'avais achetés. Des semaines de réflexion. Une montre Patek Philippe ancienne pour mon père, un modèle de 1950 qu'il avait un jour mentionné dans un magazine. Un sac Hermès pour ma mère, le modèle Kelly, dans la couleur qu'elle adorait. Un MacBook Pro dernier cri pour Adélaïde pour son vlog. C'était pathétique. J'essayais d'acheter leur amour avec des objets qu'ils ne savaient même pas apprécier. J'ai soigneusement déballé le MacBook. Je l'ai remis dans sa boîte d'expédition pour le renvoyer. J'ai reemballé la montre de mon père et le sac de ma mère. Je n'étais pas cruelle au point de ne rien apporter. J'allais leur donner. C'était important qu'ils reçoivent ces symboles de richesse, juste avant que tout ne s'effondre. Puis j'ai trouvé un simple et élégant sac cadeau de Noël. Rouge, avec un ruban doré.
À l'intérieur, j'ai glissé le dossier relié en cuir que David préparait. Le rapport financier. J'ai fait un calcul rapide. Le total s'élevait, je l'estimais, à environ 1,45 million d'euros sur 10 ans. Ce serait mon vrai cadeau à la famille. Vous savez, le plus drôle, c'est qu'il pensait me faire une faveur en me laissant être la fille pragmatique. Il pensait que mon petit boulot était une petite déception mignonne, tandis que la vie excitante d'Adélaïde était leur véritable espoir. Ils avaient construit tout leur château de cartes sur le sable mouvant de l'apparence. Et j'arrivais avec le tsunami de la vérité. J'ai mis mon téléphone en mode silencieux, ignorant la série d'appels manqués frénétiques de Besançon. Leurs textos de panique affluaient. Je ne les ai pas lus. Le piège était posé. Maintenant, je devais juste les laisser y entrer. Le voyage en TGV première classe vers Besançon le soir du 24 était surréaliste. Le wagon était silencieux, luxueux. Autour de moi, les gens riaient à voix basse, buvaient du champagne, leurs visages illuminés par l'anticipation de retrouver leur famille. J'étais seule. Je sirotais un Perrier. J'étais une unité de combat d'une seule femme, me dirigeant calmement vers la zone 0. Je suis arrivée à la gare de Besançon-Franche-Comté TGV. La nuit était froide et claire. Un taxi m'a déposé au grand hôtel du Tonneau d'Or. La suite présidentielle était magnifique. Spacieuse, impersonnelle, avec une vue imprenable sur les lumières de Noël de la ville. C'était aussi douloureusement vide. J'ai commandé un room service, un simple club sandwich et une bouteille d'eau gazeuse. Le coursier sécurisé de David était déjà passé. Le dossier relié en cuir était posé sur le bureau. Je l'ai ouvert. Les chiffres étaient précis. 1 453 211,17 €. J'ai allumé mon téléphone. 14 appels manqués. 5 nouveaux messages vocaux. J'ai appuyé sur « Écoutez », mon cœur battant la chamade. Message 1. Maman, Brigitte. Voix aiguë, paniquée. Léontine. Qu'est-ce que tu voulais dire par « j'ai hâte » ? Tu ne peux pas être sérieuse. Tu ne peux pas venir ici. Je te l'interdis. Tu vas tout gâcher. Hervé est furieux. Message 2. Adélaïde. Chuchotant, mais sa voix sifflait de fureur. Salope. Je te jure, Léontine, si tu te pointes ici demain, je te ferai arrêter. Je ne plaisante pas. Tu essaies de me saboter parce que tu es une ratée, jalouse et pathétique. Reste loin. Message 3. Papa, Hervé. Bourru, froid, menaçant. Léontine. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais ta mère est en larmes. Tu as gâché notre réveillon de Noël avec cette menace. Tu es une femme amère et jalouse. Ne viens pas ici demain. Je suis sérieux. Nous ne te laisserons pas entrer. Amère. Jalouse. Pathétique. Ratée. Salope. L'amour que je pensais conditionnel n'existait tout simplement pas. J'ai pris une longue douche chaude, essayant de laver la crasse de leurs mots. J'ai enfilé un peignoir d'hôtel. J'ai ouvert mon ordinateur de travail. Le travail. Mon encre. J'ai finalisé le budget du T1 et approuvé le communiqué de presse pour notre nouvelle expansion à Singapour. À 22h, mon téléphone professionnel a sonné. Un email. De Victor Servet. Objet, Joyeux Noël. Message, chère Madame Nord, je voulais juste vous souhaiter un joyeux Noël. Je m'installe bien à Besançon. La famille de ma fiancée est absolument charmante et très accueillante. Je vous remercie encore pour cette incroyable opportunité. Je suis incroyablement excitée par le travail que nous allons accomplir la nouvelle année. Je ne vous décevrai pas. Bien à vous, Victor. Il était là. À cet instant précis. Dans ma maison. Buvez mon vin. Mangeant la dinde que j'avais payée. Il était charmé par la famille qui, au même moment, me laissait des messages vocaux m'interdisant d'entrer, me traitant de tous les noms. L'ironie était si épaisse, si suffocante, que je pouvais à peine respirer. J'ai tapé une brève réponse, mes doigts froids sur le clavier. Joyeux Noël à vous aussi, Victor.
Profitez bien de votre temps en famille. J'attends avec impatience une année très productive. Cordialement, Hélène. J'ai sauvegardé le message vocal d'Adélaïde. Une ratée, jalouse et pathétique. Elle n'avait pas seulement menti à son petit ami. Elle n'avait pas seulement insulté sa sœur. Elle avait activement calomnié son PDG auprès de son nouveau COO. Ce n'était plus un drame familial. C'était un problème pour Loginor. Un manquement éthique grave. J'ai dormi 2 heures. Je me suis réveillée à 7 heures du matin le jour de Noël. Seule dans une suite d'hôtel. Il était temps d'aller au travail. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? Le matin de Noël, je n'ai ressenti aucune hâte. Juste une calme, froide détermination. J'ai pris un long bain chaud. J'ai commandé un petit déjeuner léger. J'ai pris mon temps. J'ai fait un maquillage minimal, juste assez pour couvrir les cernes de la grippe. J'ai enfilé une simple et élégante robe en cachemire vert émeraude. Elle m'avait coûté une fortune, mais elle n'avait pas de logo. Elle était silencieusement luxueuse. Le genre de robe qu'Adélaïde qualifierait d'ennuyeuse. J'ai mis de simples clous d'oreilles en diamant. Dans le miroir, je n'ai pas vu une victime. Je n'ai pas vu une ratée. J'ai vu Nord, PDG. À 11h15, mon téléphone a sonné. Le chauffeur était en bas. J'arrive. J'ai pris les 3 sacs cadeaux, le Patek, l'Hermès, et la bombe à retardement reliée en cuir. À 11h30 précise, la Mercedes classe S noire s'est arrêtée devant la maison de mon enfance. La maison que j'avais payée. Le quartier des Tirois était calme, festif. J'ai vu la Peugeot 3008 d'Adélaïde, payée par moi, et une nouvelle BMW X5, sans doute celle de Victor, garée dans l'allée. J'ai respiré un grand coup. Le chauffeur est sorti et m'a ouvert la porte. Je vous attends, madame? Oui, s'il vous plaît. Laissez le moteur tourner. Je suis montée sur le perron, mes talons claquant sur la pierre. La porte s'est ouverte avant même que j'aie pu sonner. Ma mère, Brigitte. Vêtue d'une nouvelle robe de velours rouge, que je lui avais achetée. Son visage, qui avait dû être souriant pour un autre invité, s'est figé dans un masque de pure fureur. Léontine. Sa voix était un sifflement bas. Tu ne peux pas être ici. Je te l'ai interdit. Bonjour, maman. Ma voix était calme et égale. Je dépose juste les cadeaux. Je ne resterai pas, des cadeaux? Nous ne voulons pas de thé. C'est qui, chérie? La voix d'Adélaïde a trié de l'intérieur. Est-ce que c'est le traiteur? Victor meurt de faim. Adélaïde est apparue dans le couloir, portant une robe dorée à paillettes totalement inappropriée pour 11h30 du matin. Quand elle m'a vue, son visage est devenu blanc sous son épaisse couche de fond de teint. Dégage, a-t-elle sifflé, se précipitant vers la porte. Dégage d'ici. Maman, dis-lui de partir. Tu n'es pas la bienvenue ici, Léontine. Mon père, Hervé, est apparu derrière elle, son visage un nuage d'orage. Je t'avais dit de ne pas venir. Tu nous fais honte. Tu gâches Noël. Sors de ma propriété. Ils étaient tous les 3 sur le pas de la porte, me barrant le passage. Un mur de haine. Je vous fais honte, ai-je dit, toujours calme. Je suis juste sur le perron. Je promets. C'est juste ma sœur, a soudainement crié Adélaïde, d'une voix faussement douce, par-dessus son épaule, parlant à quelqu'un dans le salon. Elle jouait la comédie. Celle dont je t'ai parlé. Là, la difficile. Elle est juste tellement jalouse. Elle fait une petite crise. Ne fais pas attention à elle. C'est à ce moment-là que j'ai contourné ma mère, un simple pas de côté, et que je suis entrée dans le hall. L'odeur de pain et de dinde rôtie m'a frappée. Et là, debout près du sapin magnifiquement décoré, tenant une coupe de champagne, se tenait Victor Servet. Il portait un blazer sur mesure, ayant l'air en tout point du cadre supérieur qu'il était. Il a levé les yeux,
un sourire poli et gêné, le sourire, je suis tellement désolé que ta famille y soit folle, fixé sur son visage, prêt à être présenté à la sœur ratée de sa petite amie. J'ai rencontré son regard. Et j'ai regardé, en temps réel, son monde entier s'effondrer. Le sourire poli de Victor n'a pas seulement disparu. Il s'est évaporé. Sa coupe s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Le sang a quitté son visage, le laissant d'un blanc crayeux. Ses yeux se sont écarquillés, d'abord de confusion, puis d'une horreur abjecte et naissante. Il s'est figé. Une statue parfaite d'incrédulité. Ma famille, toujours dans l'embrasure de la porte, hurlant après moi, ne l'a pas remarqué. Léontine, je ne te le dirai pas une deuxième fois, a hurlé mon père, s'avançant vers moi pour me saisir le bras. Patronne ? La voix de Victor n'était qu'un murmure. Mais dans le silence tendu, elle a résonné comme un coup de canon. Le silence qui s'ensuivit fut absolu. Si total, si lourd, que je pouvais entendre le tintement d'une décoration de Noël sur le sapin, balancée par un courant d'air. Mon père s'est arrêté net, sa main à mi-chemin de mon bras. Ma mère et Adélaïde se sont retournés, figés. Ils ont tous regardé Victor, qui me fixait, moi. Il me fixait toujours, sa coupe tremblant légèrement. Patronne, a-t-il répété, plus fort cette fois, sa voix se brisant sous la confusion et la panique naissante. Madame Nord ? Qu'est-ce que vous faites ici ? Ma famille a pivoté. Leurs têtes ont tourné vers moi, leurs expressions identiques, mâchoires pendantes, choc incompréhensif. Ce fut Adélaïde qui rompit le charme. Elle laissa échapper un rire aigu, perçant, hystérique. Quoi ? Victor ? Comment tu viens de l'appeler ? Ne sois pas ridicule. Elle a agité une main dédaigneuse vers moi. C'est juste Léontine. Ma sœur. Celle dont je t'ai parlé. La ratée. Victor l'ignora. Il se tenait droit maintenant, toute trace de détente festive avait disparu. Il était en mode professionnel, plein de déférence et de panique. Il regardait de moi à Adélaïde, puis de nouveau à moi. Son cerveau de cadre supérieur faisait des heures supplémentaires. Madame Nord, je n'avais aucune idée. Je veux dire, Adélaïde a dit que sa sœur était, elle a dit. Elle a dit que j'étais une ratée, ai-je offert, ma voix calme mais portant dans le silence de mort. Que j'étais pathétique ? Que j'étais une difficulté ? Le visage de Victor passa du pâle au rouge mortifié. Elle. Oui. Madame. Je. Maman, murmura Adélaïde, attrapant le bras de ma mère. De quoi parle-t-il ? Pourquoi il l'appelle patronne ? C'est stupide. Il se trompe, hurla Adélaïde, ses yeux devenant sauvages. Elle se tourna vers moi. Il est confus. Dis-leur, Léontine. Dis-leur que tu mens. Dis-leur que tu n'es qu'une secrétaire ou quelque chose comme ça. C'était le moment. Toutes les années où j'avais été l'ennuyeuse. La pragmatique. Le distributeur automatique. La honte. Tout s'arrêtait ici. Mais ce n'est pas la PDG froide qui a parlé. Ce fut la femme de 36 ans, blessée, enragée, qui avait été poussée à bout. Mentir ? Ma voix a résonné dans le hall. J'ai crié le mot, un son qui venait de mes entrailles. Ma voix a tremblé, non pas de peur, mais d'une rage pure, accumulée pendant des décennies. Tu veux parler de mensonges, Adélaïde ? J'ai marché vers la table du hall et j'ai jeté le sac cadeau contenant le rapport financier. Le lourd dossier notarié a atterri avec un bruit sourd et final. Ouvrez-le, ai-je hurlé à mon père. Mon père, Hervé, s'est approché machinalement, comme un automate. Il a ouvert le sac, a sorti le dossier relié en cuir. Ses mains tremblaient. Il a ouvert la première page. C'est un état financier. Léontine, qu'est-ce que c'est que ça ? Total des transferts. 1 450 000 €. C'est le prix de votre vie, ai-je craché. C'est MON, petit boulot de bureau. Je suis Léontine Nord, fondatrice et PDG de Loginor. J'ai pointé Victor du doigt, qui avait l'air de vouloir disparaître.
Et Victor ici est mon nouveau directeur des opérations. C'est mon employé. Je l'ai engagé le mois dernier. Ma mère a gémi, un son aigu, et s'est appuyée contre le mur. Mon père avait l'air d'avoir reçu un coup de poing. Il regardait les chiffres, puis moi, puis les chiffres. Mon boulot pathétique a payé l'hypothèque de 700 000 € sur cette maison. Il a payé la retraite anticipée de papa. Il a payé ta Peugeot, ton appartement, et les 3 000 € par mois que tu dépenses pour jouer à la coach de vie. Victor, le visage livide, s'est tourné vers Adélaïde. Sa voix était basse, dangereuse. Tu m'as menti. Surtout. Non. Victor, sanglota-t-elle, s'accrochant à son bras. Elle ment. Elle est jalouse. Elle a toujours été jalouse de moi. Jalouse de quoi? A hurlé Victor, se dégageant de son emprise. Que ma PDG soit ta sœur? Que tu vives de sa générosité pendant que tu la traites de ratée dans son dos? Que tu m'aies menti pour m'impressionner? Il s'est tourné vers moi, tout professionnel. Madame Nord. Je suis profondément désolé. Je n'aurais jamais dû me trouver dans cette situation. J'ai fait une erreur de jugement catastrophique. Veuillez accepter ma démission, effective immédiatement. Je ne peux pas travailler dans ces conditions. Je l'ai regardé. Victor. Pris au piège. Victor, dis-je, ma voix reprenant un calme glacial. Le calme de la PDG. Nous en discuterons lundi à 9 h. Les choix éthiques de ma famille ne reflètent pas le Ginor. Il a hoché la tête, reconnaissant. Oui, madame. Il a attrapé son manteau sur le porte-manteau. Adélaïde s'est jetée sur lui, hurlant, pleurant, son maquillage coulant. Non. Victor, ne pars pas. S'il te plaît. C'est elle. Elle a tout gâché. Victor l'a regardé une dernière fois, son visage sculpté dans la glace. Ne m'appelle plus jamais. Il a ouvert la porte d'entrée et est parti. On l'a entendu démarrer sa BMW et partir en trombe. Je suis restée dans le hall avec ma famille, stupéfaite et silencieuse. Le seul son était Adélaïde, qui avait glissé le long du mur, sanglotant. Il est parti, a-t-elle murmuré. Elle a tourné son visage ravagé par les larmes, plein de mascara, vers moi. Une fureur soudaine a remplacé sa tristesse. Tu as ruiné ma vie. J'ai baissé les yeux vers elle, la colère s'écoulant enfin, ne laissant qu'un vide vaste et froid. Non, Adélaïde. Tu l'as fait toi-même. Avec ta jalousie, ton avidité, et ta cruauté. J'ai fait une pause, lui livrant le coup de grâce. Et quand tu as essayé de pirater les serveurs de mon entreprise hier soir. Son visage est devenu blanc fantomatique. Elle a arrêté de pleurer. Elle savait que je savais. Ma mère, Brigitte, a enfin parlé. Elle avait l'air d'avoir vieilli de 20 ans. Le feu avait disparu, laissant juste une femme frêle et déconcertée. Léontine, pourquoi? Sa voix n'était qu'un murmure. Pourquoi tu ne nous l'as jamais dit? C'était la question ultime, n'est-ce pas? J'ai ri. Un son sec, sans joie. Pourquoi? Est-ce que ça aurait changé quelque chose, maman, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Si je vous l'avais dit, m'auriez-vous aimé davantage? Ou auriez-vous simplement demandé plus d'argent? Je les ai regardés, mon père incapable de rencontrer mon regard, ma mère tremblante. J'ai caché la vérité parce que j'avais peur. Peur que si vous saviez, vous ne m'aimeriez que pour mon argent. J'ai secoué la tête, la réalisation me frappant avec une clarté douloureuse. J'avais tort. J'avais tellement tort. Vous n'aimiez même pas moi. Vous n'aimiez pas Léo, la fille. Vous aviez honte de moi. Vous vouliez seulement utiliser Madame Nord, la PDG. Vous ne saviez tout simplement pas que vous le faisiez déjà. J'ai posé les 2 cadeaux emballés, la montre Patek et le sac Hermès, sur le dessus du rapport financier. Les paiements s'arrêtent ce soir. Le fonds fiduciaire est dissous. Je me suis retournée. Vous vouliez que je parte. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Joyeux Noël. J'ai franchi la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai marché dans l'air froid de décembre.
La Mercedes S-Class attendait, moteur tournant. Le chauffeur est sorti et m'a ouvert la porte. Je suis monté à l'arrière, j'ai fermé les yeux, et nous nous sommes éloignés en silence, laissant la maison de mon enfance, et la famille que je ne connaissais plus, derrière moi. J'étais libre. Épilogue. 6 mois plus tard. Je n'ai pas accepté la démission de Victor. Il était trop talentueux. Après une longue discussion sur l'éthique professionnelle, je l'ai promu et muté. Il dirige maintenant notre nouvelle division Asie-Pacifique depuis Lyon, aussi loin de Besançon que possible. Il fait un travail remarquable. Mes parents ont perdu la maison. La banque l'a saisie. Bien sûr, c'était moi, la banque, via une société écran. Mes avocats ont géré la procédure. Adélaïde a perdu sa voiture, son appartement. J'ai entendu dire par un cousin éloigné qu'elle avait dû prendre un vrai travail. Réceptionniste dans un cabinet dentaire. Il n'y a pas eu de réconciliation larmoyante. La trahison était trop absolue, la blessure trop profonde. Mais je ne suis pas eux. Je ne suis pas cruelle. Je ne les ai pas laissés sans rien. J'ai fait en sorte qu'un petit appartement de 2 chambres, propre et respectable, soit acheté à leur nom dans un quartier décent. Payé intégralement. Mais pas d'allocation. Pas d'extra. C'était leur parachute, et leur cage. C'était plus que ce qu'ils m'avaient offert. Ce soir, je suis à Lyon. Sur le toit d'un restaurant, surplombant la ville. Je célèbre la signature de notre contrat lyonnais avec Victor. Il lève son verre. À la patronne. Je souris. Je lève le mien. Non. À Léontine. Outreau, merci d'avoir écouté mon histoire. Parfois, la famille que nous choisissons est plus importante que celle dans laquelle nous sommes nés. Et parfois, se choisir soi-même, couper les ponts avec la toxicité, est l'acte d'amour propre le plus courageux et le plus nécessaire. L'argent peut compliquer les relations familiales, mais il ne fait souvent que révéler ce qui était déjà cassé. Avez-vous déjà dû prendre une décision financière difficile qui a impacté votre famille? Avez-vous déjà dû choisir entre votre bien-être et les attentes familiales? Partagez vos propres expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si mon histoire vous a touché, et de vous abonner pour plus d'histoires sur les complexités de la vie, de la finance et de la famille.